Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h31, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Comme tous les matins, 10h30, midi et demi, c'est un plaisir de vous retrouver. Évidemment, nous allons débattre, nous allons écouter vos témoignages. 0826 300 300. J'ai besoin de vous. Allez-y, n'hésitez pas à témoigner sur la situation que vous vivez chez vous, en province ou à Paris, en région parisienne, autour évidemment des contestations, des manifestations, des blocages à propos de la réforme des retraites. Alors, crise politique, crise sociale, impuissance publique, Emmanuel Macron a-t-il des solutions? Il va s'exprimer tout à l'heure, nous écouterons ce qu'il va dire. Débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio. Crise institutionnelle, crise de la légitimité. Qui gouverne? Est-ce la rue? La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus, déclare Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Manifestations sauvages, blocages, violence. À Marseille, l'économie est bloquée. L'ordre public, c'est nous, dit Olivier Matteux, le patron de la CGT Bouches-du-Rhône. Violents affrontements à Fos-sur-Mer hier matin. Avec nous dans un instant, Rudy Mana, qui est le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. L'eau est un bien précieux. Conférence à l'ONU consacrée à la crise mondiale de l'eau. 149 litres d'eau consommés chaque jour par Français. Les ressources s'épuisent. Que faire? Analyse et solutions à 10h45. Et puis à midi, nous parlerons du livre de Pierre Bentata, qui est professeur d'économie. Tous notés. C'est le titre de son livre aux éditions de l'Observatoire. Votre avis nous intéresse. Nous sommes sans cesse sollicités, notamment sur Internet. Nous notons, nous passons notre temps à juger. Pourquoi avons-nous besoin de juger? Il est 10h33. Vous êtes sur Sud Radio. Vous l'avez vu, le programme est riche. J'attends vos témoignages. 0826 300 300. Dans quel monde vit-on? Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Félix, un tiers des Français se priveraient de produits d'hygiène. C'est un sondage IFOP qui le dit. Oui, 8% des sondés disent se laver sans savon ni gel douche. 7% se brossent les dents sans dentifrice, ou encore pour ceux qui ont des enfants, 17% des parents ne changent pas les couches du bébé aussi fréquemment qu'ils le voudraient. Ces chiffres ont doublé en 2 ans. Sondage IFOP pour le réseau Dons Solidaires. Cette réalité, aggravée par le contexte économique, conduit à la dégradation de l'estime de soi. Un certain isolement, déplore l'association de collecte d'invendus dans un communiqué. Cette précarité hygiénique touche en premier lieu évidemment les plus pauvres. Les 3/4 des bénéficiaires de dons solidaires disent se priver de produits d'hygiène. Un tiers d'entre eux, par exemple, rognent sur le shampoing. 31% des femmes précarisées disent aussi se priver de protection menstruelle, selon cette étude. Il est 10h34. La situation, la crise politique et la crise sociale que nous vivons actuellement, la situation notamment en région marseillaise où c'est assez tendu. Hier, il y a eu des affrontements sérieux à Fos-sur-Mer. Aujourd'hui, il y a eu des difficultés vraiment pour les Marseillais. Allez-y, racontez-nous, vous habitez Marseille, la région de Marseille. Circulation extrêmement difficile ce matin. Marseille, l'économie est bloquée, c'est ce que dit la Chambre de commerce de Marseille. Il y a évidemment des affrontements, je les disais, entre la CGT et les forces de police. Ça a eu lieu hier à Fos-sur-Mer, mais il y a aussi des blocages, il y a des contestations, des rassemblements sauvages. Je suis en ligne avec Rudy Mana, qui est le responsable Alliance, du syndicat de police Alliance pour les Bouches-du-Rhône. Rudy Mana, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Rudy, la situation en région marseillaise, là, en ce moment, pas facile? Ouais, ben c'est un peu le bordel, hein, vulgairement parlant, il faut le reconnaître. Effectivement, hier, il y a eu un point de tension extrêmement élevé au niveau de Fos-sur-Mer, au niveau du dépôt pétrolier. Dimanche, on a eu un point de tension également extrêmement élevé lors du carnaval de Marseille, avec de nombreux collègues qui ont été blessés, avec notamment hier un collègue qui a eu une fracture ouverte de la malléole, qui a été opéré hier soir à l'hôpital de Martigues. Donc, si vous voulez, la tension monte crescendo. Je ne vous cache pas qu'on est extrêmement inquiet. Je ne vous cache pas que les collègues qui sont sur le terrain sont de plus en plus inquiets et me disent, on voit dans les yeux des manifestants une haine qu'on n'avait jamais ressentie et jamais vue.
Franchement, si la situation s'apaise pas un peu, j'ai un peu peur qu'on arrive au drame absolu et on a même l'impression que ces gens-là, ces manifestants-là, ces ultra-gauchistes qui viennent et qui intègrent les cortèges syndicaux n'ont envie que d'une chose, c'est de voir un policier mourir. Rudy Mana, vous pensez que certains manifestants n'attendent qu'une chose, c'est de voir un policier mourir ? Écoutez, quand on agit comme ça face à des policiers, quand on a une telle haine, les retours des collègues sont tous les mêmes. Ils ont une telle haine envers nous, envers l'institution policière. Ils le crient, ils le chantent, et dès qu'ils peuvent nous jeter quelque chose dans la gueule, ils nous le jettent. Tout ça laisse penser qu'ils pensent que c'est nous qui allons régler le problème des retraites. Nous, on est là juste pour éviter que ce pays traverse le chaos total. C'est ça, parce que nous, vous savez, les policiers, le syndicat Alliance était contre cette réforme des retraites. On n'a pas envie de travailler 2 ans de plus, je vous le dis, c'est très clair. Mais aujourd'hui, on est bien obligé d'assumer la fonction pour laquelle on est rentré. C'est-à-dire préserver un semblant de paix publique, un semblant d'équilibre dans ce pays. Le chaos doit être évité. Donc le policier, il est là pour ça, il n'est pas là pour régler le problème des retraites, il est juste là pour éviter le chaos. Et quand on voit ces gens en face qui ne cherchent que le chaos, et vous avez pu le voir hier à travers des tweets poussés par des grands dirigeants politiques, la France insoumise pour ne pas les citer, qui poussent à ça. Vous savez quoi? Je pense qu'il légitime les violences qu'on est en train de commettre sur les policiers. Et ça, je trouve que ça ne va pas dans le sens de la République ou de la démocratie. Olivier Matteux, qui est le patron de la CGT dans les Bouches-du-Rhône, dit « L'ordre public, c'est nous ». Que lui répondez-vous? Je lui réponds qu'il a tort. L'ordre public, c'est encore la police. Dieu merci d'ailleurs. Parce que si l'ordre public, c'était la CGT, vous savez quoi, le pays serait dans le chaos. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on a des forces de police qui sont là pour préserver cet ordre public. On n'est pas là pour empêcher les gens de manifester. Pas du tout, puisque nous-mêmes, quand on peut y aller à ces manifestations, on y va. On n'est pas là pour ça, nous. On est juste là pour que ça se passe dans le meilleur état d'esprit possible. Alors on va nous dire qu'effectivement, en France, tant qu'on ne casse pas, on n'est pas entendu. Mais il faut comprendre que entre ces gens qui veulent casser et l'État français, il y a des policiers qui sont des femmes et des hommes qui sont là pour accomplir leur mission le plus proprement possible et le plus professionnellement possible, et qu'on n'est pas là pour servir de chair à canon. Rudy Mana, hier, à Fos-sur-Mer, vous avez senti les policiers que vous avez rencontrés après, vous en raconter, vous en dit la violence qu'ils ressentaient dans les affrontements? Oui, complètement. Je vous parle d'hier et je vous parle aussi de dimanche. De dimanche. Parce que dimanche aussi, avec le carnaval de Marseille, j'ai eu des copains de la compagnie d'intervention qui sont dans ces services depuis 18-20 ans, qui m'ont dit « Je n'ai jamais vécu ça. On n'a jamais senti une telle haine à notre égard et on n'a jamais senti une telle envie de tomber du flic. » Et hier, ça a été la même chose. La même chose au dépôt pétrolier de Fos, où les collègues CRS de la CRS 55 de Marseille qui sont arrivés, ils ont été pris à partie immédiatement. C'est pas des cailloux qu'ils ont jetés, c'est des pierres énormes qu'ils ont jetées sur les collègues. C'est des fusées. D'ailleurs, l'une d'entre elles a traversé une protection du policier qui a subi cette fracture de la malléole. Donc, aujourd'hui, on le ressent très clairement. On ressent très clairement. Je voudrais faire part aussi de ce qui est arrivé il y a 15 jours lors des manifestations où nous sommes allés manifester sous la banderole Alliance. On a été pris à partie par 100 jeunes d'ultra-gauche qui ne voulaient pas manifester parce qu'il y avait des policiers d'Alliance dans la manifestation, alors que nous avions au départ les mêmes revendications. Je pense que tout ça, c'est pas bon pour notre pays. Et il faut que, s'il n'y a pas des policiers qui maîtrisent un minimum ça, très clairement, on va directement vers le chaos. Directement vers le chaos. Bien, merci Rudy Mana pour votre témoignage. C'est intéressant d'écouter aussi les policiers parce que on donne justement la parole à toutes celles et ceux qui manifestent et vous pouvez les voir, vous pouvez voir les images sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes d'infos, mais je voulais aussi que nous donnions la parole aux policiers. On le fait assez rarement. Rudy Mana, vous avez entendu ce qu'il a dit, hein. J'ai vu une telle violence, mes collègues ont vu une violence qu'ils n'avaient jamais vue, la volonté de faire tomber les flics. Jean-Paul est avec nous à Draguignan et Jean-Paul réagit. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bonjour, allez-y Jean. Eh bien écoutez, moi déjà je voudrais dire que je ne cautionne pas la violence envers les policiers. Oui. Voilà. Je trouve ça plutôt lamentable. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que Macron ne véhicule plus que de la haine. Et je pense que les gens qui s'en prennent aux policiers, ils s'en prennent aux policiers à cause de la haine que suscite Macron. Voilà. Cet homme n'est que méprisant, condescendant envers les Français, et son attitude est ressentie maintenant de plus en plus, même parmi les personnes qui ont voté pour lui, on peut dire. Voilà, moi je fais partie de ceux qui avaient pour lui, maintenant je le trouve détestable. Voilà, et j'ai le désir que cet homme quitte le pouvoir, parce qu'il ne fait que du mal au pays et aux Français, dont les plus pauvres et les travailleurs. C'est pour ça que toute cette arrogance maintenant lui revient en boomerang. Les Français n'en peuvent plus de lui, n'en peuvent plus de son gouvernement. Alors bien sûr, Mélenchon, avec sa NUPES, instrumentalise les choses, les jeunes qui sont oisifs, qui ne font rien, parce que les trois quarts du temps, bien sûr, ce sont ceux qui ne font rien, qui vont tout casser, qui s'organisent pour cela. Les gens qui travaillent, je pense, manifestent simplement, proprement, honnêtement, leur ras-le-bol. On n'en peut plus de ces gens. On n'en peut plus. Je pense que 70% des Français l'ont dit. Donc je soutiens la grève, je soutiens les blocages, alors je ne soutiens pas la violence, mais je soutiens tout ça. Et je me fous, je vous le dis Jean-Jacques, complètement de ce que peut dire Macron maintenant. Parce que mon seul désir, c'est qu'il quitte le pouvoir. Bien, merci Jean-Paul de vous être exprimé. Encore une fois, ici, tout le monde peut s'exprimer dans les limites de la loi. Vous savez, hein, ça fait tellement d'années que je pratique le dialogue avec les auditeurs, tellement sur RMC notamment, et avant sur RTL, ici maintenant, avec plaisir sur Sud Radio. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez parler librement, je vous le dis, dans les limites de la loi évidemment. 0826 300 300, chacun s'exprime. Il est 10h43. Nous allons revenir sur la situation sociale et politique tout à l'heure entre 11h et midi avec un nouveau débat consacré à la situation politique, la légitimité de la rue, d'Emmanuel Macron, du gouvernement. Nous verrons cela avec nos trois invités politologues. Il est 10h43. L'eau. Autre sujet essentiel, l'eau, bien précieux. Conférence à l'ONU consacrée à la crise mondiale de l'eau. Dans un instant, nous allons en parler. Il est 10h43. Vous êtes sur Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h47. Parlons de l'eau avec Olivier Deprat, qui est directeur général d'Imagéo, bureau d'études spécialisé en hydrogéologie, basé dans le Gard, mais filiale du groupe SOR, troisième acteur de l'eau en France. Olivier Deprat, bonjour. Bonjour. Vous regardez évidemment le niveau de la ressource en eau partout en France, hein, évidemment. Bon, nous allons parler du Gard aussi, mais partout en France. Oui. Alors, l'eau. L'eau, c'est un bien précieux. Conférence exceptionnelle à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 mars à New York consacrée à la crise mondiale de l'eau. Conférence de l'ONU. La crise est là. 6500 participants attendus parce qu'il y a urgence. Les ressources en eau au niveau mondial, hein, les ressources en eau sont en baisse partout dans le monde et il y a des chiffres effrayants sur ces ressources en eau, sur le manque d'eau. D'abord en France, le manque d'eau dans le monde, hein, ce qui entraîne évidemment des quantités de problèmes, à la fois migratoires, mais aussi de problèmes existentiels, les famines, les déplacements de population, enfin bon, etc., etc. En France, nous consommons 149 litres d'eau par personne et par jour. Ce qui est beaucoup, 149 litres d'eau, Olivier Deprat. C'est beaucoup. On a fait des efforts, hein, donc c'est en diminution quand même. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience vraiment de la part du grand public sur le besoin de faire des économies d'eau. Et pour preuve, le site qu'on a développé qui s'appelle infosécheresse.fr, qui est en fait un état de la sécheresse sur le territoire français, est en permanente évolution sur le nombre de fréquentations. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé l'année dernière, il y avait 20 000 personnes qui ont consulté ce site. Cette année, on est déjà à 60 000 personnes au bout de 2 mois et demi. Donc on peut dire que le grand public devient sensible à ce sujet. Bien, la ressource, cette année, regardons la situation. 14 départements déjà en alerte, 10 sous surveillance. Absolument.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette année-là, au mois de mars, nous sommes le 22 mars, aujourd'hui, c'est beaucoup plus inquiétant que l'année dernière. Encore. Absolument, tout à fait. Si on regarde bien, en fait, l'été dernier a été très sec, mais les nappes avaient un niveau correct tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la recharge hivernale ne s'est pas produite. Donc ça veut dire qu'on part avec un retard. Et donc les nappes ne se sont pas remplies correctement. Une sécheresse, c'est assez simple, ça s'explique par des entrées et des sorties. Globalement, une sécheresse, c'est que vous avez plus de sorties que d'entrées. Et bien, c'est ce qui s'est passé actuellement, c'est-à-dire qu'une grande partie des nappes ne se sont pas rechargées. On part donc avec du retard. C'est comme si vous partiez dans le sud de la France avec la moitié de votre réservoir. D'accord. Donc on part avec du retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut s'inquiéter pour ce qui va se passer dans les mois qui viennent s'il ne pleut pas. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire qu'il nous reste environ un mois avant que la végétation reprenne ses droits. Et donc puise de l'eau. Puise de l'eau, absolument. Il nous reste 2 ou 3 mois avant que l'agriculture ait besoin également d'arroser effectivement ces cultures. Donc on a cette petite fenêtre de tir qui devrait... S'il ne pleut pas dans le mois qui vient... Jusqu'à fin avril, c'est catastrophique. Ça va être tendu, sur certains endroits, bien entendu. Ça va être tendu. Les niveaux sont plus bas. Alors, quelle solution pour préserver cette ressource? Je dis bien ressource. Sobriété indispensable. Parce que l'eau n'est plus une ressource illimitée. Alors qu'on a connu, on a connu l'abondance. Alors j'aime bien ce que vous dites. Effectivement, on passe de l'ère de l'abondance à l'ère de la gestion. Et quand on a créé Imageo en 2009, on prêchait, si je peux dire, un peu dans le désert à ce moment-là, parce qu'il y avait de l'eau et l'eau n'était pas un sujet. Aujourd'hui, dans l'ère de la gestion, il va falloir mesurer mieux, mesurer plus. Et c'est pour ça qu'on a développé un site d'information grand public, pour qu'on puisse effectivement partager ces informations, pour que chacun, acteur du privé ou acteur du grand public, puisse prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Bien, il faut donc être plus sobre dans l'usage de l'eau, dans l'utilisation de l'eau, lutter contre les fuites, le gaspillage, parce qu'on gaspille beaucoup. Il y a des possibilités. On peut mieux lutter contre le gaspillage. Oui, les solutions existent, bien entendu. Et puis, il y a des cellules d'innovation, notamment chez SOR, qui cherchent en permanence comment lutter contre le gaspillage. Quelles sont les start-up qui inventent des sujets ou des solutions pour lutter contre ce gaspillage? Réutilisation des eaux usées, on est très en retard en France. On va dire qu'il y a une législation qui encadre fortement... Encore une fois, les problèmes administratifs, l'administration qui est lourde et qui nous empêche d'être plus efficace. Encore une fois. On peut avancer, c'est-à-dire que nous, Imageo, par exemple, on travaille sur des études de faisabilité de réutilisation des eaux traitées. Donc il y a déjà les premiers verrous qui ont été sautés. Donc ça veut dire que les collectivités commence effectivement à s'accaparer le sujet. Mais on peut utiliser les eaux usées, je sais pas, pour l'agriculture, pour le nettoyage des rues, pour l'arrosage, etc., etc. Bien sûr, dans le cycle. Il y a 1000 possibilités. Bien sûr, aussi dans le cycle de l'industrie, dans certains cas. On va prendre 2 témoignages. Dust, qui est en Haute-Garonne. Bonjour. 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 Vous êtes à quel endroit en Haute-Garonne? Moi, je suis au-dessus d'Arbas, dans le Piémont pyrénéen, en fait. Dans le Piémont pyrénéen. Et vous êtes inquiet? Moi, je suis pas inquiet, mais par contre, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'a pas plu depuis presque 2 ans. Et en fait, ce qui se passe chez nous, c'est que la météo, elle prévoit la pluie à une dizaine de jours. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ces prévisions, elles baissent. Et au final, quand on a une perturbe qui passe, si elle lâche 2, 3, 4, 5 mm, on est content. Donc, moins de précipitations. L'eau arrive, aujourd'hui, l'eau arrive d'Espagne, en fait. En fait, les perturbations, elles se sont décalées un peu vers le sud. Ce qui fait qu'il pleut un peu plus au vent de la perturbation. Et si elle est forte, nous, on a du vent, on n'a pas d'eau du tout. Il y a effet de fun, éventuellement. Et si elle est faible, elle passe les Pyrénées, mais elle nous amène, comme je vous dis, 3-4 mm, ce qui est totalement insuffisant. Et les forêts sont asséchées. Merci pour votre témoignage. Paul, autre témoignage. Dans le Lot-et-Garonne cette fois, producteur de fruits et légumes. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes très inquiet pour cet été, Paul? Pardon? Vous êtes très inquiet pour cet été? On est inquiet, et on est inquiet aussi parce qu'il y a une pression sociétale qui s'est mise en place et des organismes d'État qui font beaucoup de zèle. Je pense notamment à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Aujourd'hui, il n'y a pas de rationalité dans la gestion de l'eau parce que l'eau,
mettre de l'eau potable dans une cuvette des toilettes, et on trouve ça, c'est pas choquant. Voir un agriculteur qui va irriguer ses cultures en plein été pour donner à manger à la population, c'est un salopard, quoi. C'est vrai qu'utiliser de l'eau potable dans les toilettes, c'est une stupidité. C'est une stupidité. Il y a d'autres solutions d'ailleurs On est en train d'étudier d'autres solutions, effectivement. C'est-à-dire la façon dont des immeubles pourraient être intelligents et recycler certains types d'eau pour pouvoir les réutiliser. On parle notamment des eaux de douche. Il y a déjà des projets qui sont en cours comme ça. Des eaux de douche, bien sûr. Oui, évidemment, qu'on peut utiliser dans les toilettes. Pourquoi pas, hein, Paul? Oui. Et ensuite, je pense quand même qu'il va falloir être un peu plus rationnel aussi, parce que nous, on a la Garonne aujourd'hui, il y a eu de la pluie, il y a eu quelques orages à droite à gauche, elle a un niveau qui est quand même élevé, cette eau va partir à la mer, se saler, et deviendra impropre. Aujourd'hui, on pourrait en pomper, la stocker. Il faut savoir que nous, dans le Lot-et-Garonne, on est peut-être le département des Gaulois qui résiste. On a créé des lacs collinaires qui se remplissent. Oui. Avec l'eau de pluie, avec les toitures des bâtiments agricoles, avec les plastiques des serres qui coulent et tout ça. Et aujourd'hui, on est mis à l'index. On nous demanderait presque de vider nos lacs pour réalimenter des cours d'eau qui n'ont pas besoin d'eau en ce moment, parce que justement, il faut garder l'eau pour cet été. Et en cas de vraiment grosse crise, on sera en mesure de réalimenter ces cours d'eau. Donc aujourd'hui, on marche un peu sur la tête. Il y a une pression sociétale énorme sur l'agriculture. Il va falloir que ça s'arrête. Merci Paul, oui j'ai compris. Oui c'est vrai, il faut savoir stocker l'eau. Il faut stocker l'eau. Alors, il faut stocker l'eau, il y a plusieurs méthodes pour le faire, bien entendu, mais je dirais, avant même de stocker l'eau, il faut connaître et il faut savoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'eau, et la meilleure des choses pour faire tomber un fantasme, c'est la connaissance. Oui. Et c'est pour ça qu'on a... C'est-à-dire quel fantasme autour de l'eau? Typiquement, il n'y a plus d'eau dans la Garonne, ou les agriculteurs prennent toute l'eau, qu'est-ce qui me reste dans ma nappe? Il faut connaître ces données-là qui sont des données scientifiques. Ce que je dois dire également, c'est que l'État français a quand même équipé les ressources en eau de beaucoup de points de surveillance. Donc il y a beaucoup d'informations. C'était compliqué à trouver ces informations. Aujourd'hui, elles sont disponibles. Bon, il y a de l'information, mais est-ce qu'on agit vraiment? On attend des mesures. Le gouvernement va annoncer des mesures. Oui, on les attend. Je dirais que moi, ce que j'attendrais de ce type de mesures, par exemple, en tant qu'entrepreneur, d'abord, je dirais que c'est un enjeu d'information. Donc il faut aider le partage de l'information. Ensuite, je dirais que c'est un enjeu de mesure. Donc il faut aider les collectivités à s'équiper pour pouvoir suivre mieux, à pouvoir faire leurs études. Donc les doter de moyens financiers, ça c'est effectivement important. Et peut-être revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, assouplir un peu le cadre législatif qui entoure la RIUT. Évidemment, sur l'utilisation des eaux usées, sur il y a aussi la lutte contre les fuites, la chasse à la fuite. Bien sûr. On perd beaucoup d'eau. 20%, j'ai vu 20%, on perd 20% qui s'égarent. Ce sont les chiffres. Alors on va dire qu'ils s'égarent, ils retournent au milieu naturel d'une façon ou l'autre, mais on a quand même traité, dépensé de l'énergie pour les mettre dans les tuyaux. Pour les mettre dans des tuyaux. Absolument. Et il y a des fuites. Aujourd'hui, des grands acteurs, notamment comme ma société Mercessor, travaillent actuellement sur des produits d'algorithmes d'intelligence artificielle pour anticiper ces problèmes de casse, pour être capable de pouvoir travailler en amont et éviter qu'on perde de l'eau. Bien, Olivier Deprat, merci d'être venu nous voir, directeur général d'Imagéo. Je reviendrai sur cette question de l'eau. Nous allons organiser quand la situation sociale et politique sera un peu calmée. Nous reviendrons sur le sujet parce que c'est absolument... D'abord, on aura l'occasion d'en reparler. L'été approchant et la sécheresse malheureusement menaçant, nous aurons l'occasion d'en reparler. Il est 10h57, vous êtes sur Sud Radio, merci. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04. Merci d'être avec nous. Vous le savez, entre 11h et midi, débat tous les jours, débat sur l'actualité, sur un sujet d'actualité, avec plusieurs invités. Et aujourd'hui, évidemment, dans 2 heures maintenant, le président de la République va s'exprimer. JT de 13h, depuis l'Elysée, sur France 2 et TF1. 11h04, 13h, donc Emmanuel Macron. Crise politique, crise sociale, impuissance publique. Emmanuel Macron a-t-il des solutions? Nous allons en parler. Crise institutionnelle, crise de la légitimité. Qui gouverne? Est-ce la rue? La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. C'est ce qu'aurait dit Emmanuel Macron. Je me méfie un peu. Ce sont des propos rapportés. C'est ce qu'il aurait dit hier lors de la réunion avec les élus de la majorité. Dans tous les cas, il y a aujourd'hui une crise politique et une crise sociale. Alors pour en parler, nous avons 3 invités qui connaissent bien ces questions.
questions-là. Jean-Christophe Gallien, qui est politologue et conseiller en communication. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est pas ordre alphabétique. Hein. Emmanuel Rivière, qui est, bonjour, pour tout le monde soit politologue, directeur international du conseil politique de l'Institut Cantar Public. Et Mathieu Souquier, qui est politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour. Merci d'être là tous les trois pour parler de ce sujet. Alors, bon, la légitimité aujourd'hui. Qui a la légitimité aujourd'hui? C'est le pouvoir politique ou c'est la rue? Qui est légitime aujourd'hui? Assurément, on a plusieurs légitimités qui se confrontent. Personne ne conteste la légitimité du président de la République réélu il y a quelques mois. Personne ne la conteste, évidemment. D'ailleurs, au passage, vous avez raison de souligner ça, parce que lors de la crise des Gilets jaunes, on contestait, je me souviens, la légitimité d'Emmanuel Macron. Et là, on la conteste moins. Alors, on la conteste quand même, mais il se trouve qu'il y a la légitimité du Parlement qui s'exprime aussi, et on voit bien qu'au Parlement, les choses sont complexes, confuses, cacophoniques même parfois, et il y a quand même, rappelons-le, en démocratie, la légitimité de la rue, contrairement à ce qu'on dit, pour une raison simple. La démocratie, c'est le système électif, bien sûr, mais c'est aussi la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Donc en démocratie, descendre dans la rue, c'est non seulement possible, mais c'est tout à fait légal. Contrairement à ce que disait hier même, j'étais très frappé et même stupéfait en réalité, que le ministre de l'Intérieur dise « descendre dans la rue, c'est un délit ». Non, rappelons à tout le monde que descendre dans la rue, ça n'est pas un délit. On a le droit de descendre dans la rue quand on est content d'un résultat d'un match de football ou quand on est mécontent en fait d'une prise de décision. On a le droit de descendre dans la rue, mais est-ce la rue qui doit décider? Alors, c'est par définition le pouvoir qui décide, mais encore une fois, il est compliqué d'imaginer que le pouvoir puisse décider sans écouter un peu la rue. En ce moment, on a le sentiment que la verticalité du pouvoir se transforme en cécité du pouvoir. Emmanuel Rivière. Le principe de la légitimité, c'est savoir d'où elle procède. Donc il y a une légalité qui est incontestable, je crois incontestée, qui est celle des institutions, à la fois le président de la République et du Parlement. Donc tout ce à quoi on a assisté, personne ne le met en cause, est parfaitement légal et conforme à nos institutions. Après, il y aura peut-être quelque chose qui se passera au Conseil constitutionnel sur certaines des modalités. Si le Conseil constitutionnel sanctionne une partie de la loi, c'est constitutionnel, si je puis dire, c'est légitime. C'est le déroulement normal des institutions. Après, pour aller dans le sens de Mathieu, ne pas oublier que dans ce pays, on a choisi que la fête nationale tombait un 14 juillet. Et cette mémoire-là, de la manière dont la rue peut s'emparer d'un sujet et finalement avoir son mot à dire, est d'abord un élément présent. Et puis, on ne peut pas non plus faire comme si, en permanence, dans la manière dont s'expriment nos leaders politiques, dont s'exprime le président de la République, on ne cherchait pas l'assentiment, on ne cherchait pas à pouvoir dire que le pays est d'accord ou que c'est dans l'intérêt du pays. Il sera d'ailleurs très intéressant de voir comment le président de la République se positionne par rapport à ça. Est-ce qu'il va être dans une posture consistant à assumer de dire « je sais que je ne vous fais pas plaisir en faisant ça, mais en gros, ben voilà, je crois mon devoir courageusement d'aller jusqu'au bout d'une réforme dont je pense qu'elle produit des intérêts collectifs », ou est-ce que on va avoir une rhétorique plus en écho avec ce que vous rapportiez, avec la prudence de dire que c'était des propos rapportés, de dire non, la légitimité de mon côté, et tout cela c'est de l'agitation. Si je peux ajouter juste un petit truc qui me semble pas du tout négligeable dans le contexte actuel, et qui est encore moins que le reste une source de légitimité, ou en tout cas beaucoup moins que le reste, le fait que l'opinion publique a mesuré à travers des sondages, et depuis le début était très en hostilité à la réforme, n'est pas pour rien non plus dans le contexte. Et alors, c'est pas parce que je fais des sondages que je suis en train de dire que les sondages sont une source de légitimité. J'aurais même tendance à dire, attention, surtout pas. Mais on en est quand même très imprégnés, les uns et les autres. Et dans la vigueur du mouvement social, il y avait aussi le sentiment que le pays est derrière, en fait, et que le pays est plutôt d'accord avec ça. Ce qui vient compliquer politiquement, non pas institutionnellement, mais politiquement, la position actuelle du gouvernement. Oui. Jean-Christophe Gallien. Ouais, légitimité, il y a même dans la Ve République une organisation d'une conflictualité de légitimité. Même si on donne une arme finale supplémentaire au président de la République qui peut dissoudre l'Assemblée nationale, on a en permanence dans ce régime la volonté de faire cohabiter, non pas mais deux légitimités. Ce qui s'est passé là, et ce qui est largement, ce qui pose problème ensuite à la troisième légitimité, celle de la rue. Mais j'ajouterais qu'il y a une rue physique, mais peut-être médiatique, vous avez raison.
ici. Oui. Mais il y a une troisième rue qui est celle du digital. Et aujourd'hui, quand on la fréquente, quand on la regarde, c'est pas une caricature, la rue digitale. Hein. C'est pas que Twitter, c'est pas, il y a différentes. Bon. Et la réalité, c'est qu'on voit depuis un long moment déjà que non seulement le texte est en difficulté, non seulement la gouvernance d'Emmanuel Macron est en difficulté, mais c'est une réalité. Donc cette rue digitale est très active. Elle a aussi une légitimité. Elle complète le truc. Mais sur les deux principales, celle qui vient du président de la République, élu au suffrage universel, l'Assemblée nationale élue au suffrage universel, il y a une cohabitation qui, de toute manière, consubstantielle à la Ve République. Là, ce qui s'est passé, et c'est là où on peut être quand même en difficulté par rapport à la pratique du pouvoir. Eh bien, il faut le redire, le texte de loi n'a pas été examiné. Il a été voté sans être examiné. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce qui, pour le coup, est non pas une première, mais quelque chose à l'Assemblée. Oui, mais c'est là où on parlait de légitimité, c'est là où il y a celle du suffrage universel qui vient en compétition avec celle du président de la République. Même si c'est parfois la même, le plus souvent dans notre système politique, ça a été la même, mais il y a parfois une majorité inversée, qui n'est pas relative, qui est de l'autre côté. On a vu une période de cohabitation. Là, c'est un peu ambigu, c'est une majorité relative. Mais l'essentiel de l'affrontement entre les deux, ça veut dire du respect aussi. Et ça veut dire qu'on doit accepter qu'en face de vous, même si on choisit un véhicule législatif de 50 jours qui bride le débat, et c'était l'accusation de certains, mais c'est une réalité, eh bien on doit aller au bout de l'examen du projet de loi. Et quitte à ce qu'on aille ensuite au 49.3, parce qu'on ne trouve pas de majorité. Et le 49.3, il est là pour donner une majorité, pour en trouver une. Et ceux qui répliquent en face en veulent une autre, ils veulent en créer une autre. Donc aujourd'hui, certes, il faut dire qu'il y a deux légitimités, plus celle de la rue, plus celle de la rue digitale et peut-être celle du média, et vous avez raison de le dire, mais il y a surtout un conflit qui n'a pas été réglé entre les deux premières, qui sont les deux essentielles, et pour lequel la présidente de la République ne peut pas dire « c'est moi qui décide », comme ça, sans avis. Bien, la légitimité, oui. Ce point est très intéressant, puisque précisément, en fait, le pouvoir pensait que la fin de la séquence parlementaire, et en particulier la semaine dernière, allait contribuer à mettre fin au mouvement social. En réalité, il n'en est rien. Et quand vous avez effectivement un mouvement social, vous vous demandez s'il va durer, s'il va s'essouffler ou s'il va dégénérer. En réalité, la décision prise la semaine dernière, du passage au 49.3, en réalité, a précisément contribué à relancer le mouvement social. Donc le pari, de ce point de vue-là, est perdu. Et pire que cela, les sondages la semaine dernière disaient que s'il y avait un rejet massif du contenu de la réforme, le rejet était encore plus massif quant à la méthode employée. 81% des Français, disait un sondage concurrent Harris Interactive, 81% des Français considéraient que l'usage du 49.3 était une mauvaise chose. Pire, que la moitié des sympathisants Renaissance eux-mêmes considéraient que c'était une mauvaise chose. Ce qui veut dire que la réforme était au départ vue comme une régression sociale et s'ajoute désormais la critique en recul démocratique. Un mot, on va juste une parenthèse, avant d'aller plus loin et de réfléchir ensemble, on a réfléchi à la légitimité, la situation politique, aujourd'hui, les raisons de cette situation. Pourquoi est-ce qu'on en est là, au-delà de la réforme des retraites elle-même, sur le terrain purement politique? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Il y a des raisons à cette situation. Bien, mais je voudrais juste sur la rue rappeler quand même, et moi je ne suis pas historien, vous non plus, vous êtes politologue, vous connaissez la chose politique, mais en connaissant la chose politique, vous connaissez l'histoire. La rue est à la fois légitime et illégitime dans l'histoire. Quand on regarde bien la rue c'est quoi? C'est l'invasion du Capitole, par exemple, aux États-Unis, mais c'est aussi le mur de Berlin. La rue c'est 1934. 1934, février 1934. La rue c'est bien et c'est mal en même temps. Alors vous avez vraiment raison de dire qu'il y a rue et rue. Oui, là, il faut regarder qui il y a dans la rue. Et en l'occurrence, dans la rue, il y a l'ensemble des organisations syndicales qui sont aussi une lourde source de légitimité. Il y a deux rues. Alors aujourd'hui, justement, l'évolution de la situation, c'est qu'il y a deux rues. Il y a cette rue qui est légitime en quelque sorte, cette rue syndicale qui est soudée, qui est unie, qui défile en masse dans les rues. Les syndicats, ils siègent dans les organisations de sécurité sociale, ils sont désignés par leurs adhérents. Et qui a le droit de manifester. Et même, pour beaucoup disent, le devoir de manifester. Et puis vous avez une autre rue qui est peut-être agitée par des éléments extérieurs et qui s'exprime aujourd'hui de manière incontrôlée, ici ou là, le soir souvent. Cette rue organique, on la mesure déjà, encore une fois je vous dis, sur le plan social ou digital. Oui. Et elle n'est pas... Je ne sais pas si on peut lui faire le procès de non-légitimité. C'est-à-dire que pour le coup, c'est une manière qu'on a vu se développer depuis une quinzaine d'années dans beaucoup de pays à travers le monde.
c'est parfois aujourd'hui quelque chose qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas maîtrisé, qui est encore une fois né sans qu'il y ait des leaderships. On l'a vu avec la traduction concrète en France, bien après d'autres mouvements, aux États-Unis, Occupy, au Chili, en Espagne, on l'a vu pendant longtemps, ça donnait naissance à un parti politique même, on l'a vu ailleurs. Donc ces mouvements-là, ils sont d'une autre nature. Ce qui est intéressant en Corée, on voit revenir un petit peu cette tendance aujourd'hui, qui a été mesurée dans plein d'études, mais notamment qualitativement, on la voit se décentraliser, si vous voulez. Lorsqu'on parlait de rue syndicale ou de rue légitime, avant on disait oui, c'est dans les métropoles, au cœur des villes, il y a la manifestation organisée. Là, on voit des choses qui se passent de manière plus organique à travers la France, oui, même dans des lieux très petits. Jean-Christophe Gallien, il y a deux manières aujourd'hui. On commence à voir émerger deux manières de manifester. Je l'entends. Je l'entends parmi même certains responsables syndicaux, à la CGT ou à Sud, dans des syndicats qui sont un peu plus avancés dans le combat et qui disent bon, c'est bien beau ces manifestations régulières de masse, mais ça ne suffit plus. Donc aujourd'hui, il y a deux rues. C'est ce que j'essaie de comprendre. Alors c'est intéressant. Après le mouvement des Gilets jaunes, effectivement, on avait un doute quant à la capacité des organisations syndicales à continuer d'organiser, de susciter et de structurer des mouvements sociaux un peu classiques. La séquence que nous venons de traverser quand même, précisément, nous montre que les syndicats ne sont pas totalement morts. Et les semaines que nous avons traversées ont aussi donné l'image d'une forme de chienlit à l'envers quand même. Parce que le mouvement social que précisément nous avons connu là, avec cette unité syndicale, avec ces mots d'ordre relativement raisonnables, et même de la part des leaders syndicaux, des alertes faites au pouvoir en disant la colère est là, nous la contenons à ce stade, mais votre posture pourrait continuer de mettre de l'huile sur le feu. Et à l'inverse, un Parlement qui était totalement cacophonique, des partis politiques qui étaient eux-mêmes tout à fait divisés. Chez les LR, c'était évident, mais au sein de la NUPES, ça l'était aussi sur la tactique parlementaire. Donc on avait l'impression qu'il y avait une forme de maturité et de responsabilité du mouvement social qui faisait face à une forme d'immaturité parlementaire. Alors juste, ça c'est très intéressant, Mathieu Souquet, on va réfléchir ensemble. Pourquoi en sommes-nous là? Pourquoi est-ce que le président de la République, à la fois dans l'exercice du pouvoir, mais aussi parce qu'il y a une situation politique particulière, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a effectivement cette crise politique, sociale et peut-être de légitimité? Nous allons en parler avec vous, Emmanuel Rivière, dans un instant, mais je voudrais observer une petite page de pub, il est 11h18. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h21. Alors, la situation aujourd'hui est sérieuse sur le terrain politique. Emmanuel Macron, nous verrons ce qu'il va dire. Mais politiquement, comment peut-il reprendre la main? Aujourd'hui, quelle est la situation? La situation, c'est qu'il n'a pas de majorité, mais que dans l'opposition, il n'y a pas non plus de majorité. Ça, c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de l'élection présidentielle de l'année dernière et des élections législatives de l'année dernière. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Alors que faire? Que peut-il se passer politiquement aujourd'hui? Moi, j'ai été intéressé par l'interview d'Édouard Philippe, qui dit, il dit, créons une nouvelle majorité. Emmanuel Rivière, c'est ce que vous écrivez? Oui, j'ai proposé à l'Express une tribune qui rappelle quand même le caractère très très singulier de l'aventure dans laquelle la France s'est lancée en 2022, lorsque les législatives ont dit qu'il n'y avait pas de majorité absolue. C'est-à-dire, contrairement à tous nos voisins européens, qui considèrent qu'il faut consacrer des semaines, voire des mois, à trouver des majorités, des compromis, à créer une plateforme de gouvernement commune qui peut durer 1 an, qui peut durer 2 ans. Mais au moins, on démarre avec une majorité. Et si cette majorité avait été constituée, il n'y a pas de 36 scénarios, il n'y en avait qu'un. Renaissance, Horizon, Agir et les Républicains. Elle aurait eu dans sa plateforme, de la gauche qui refuse la NUPES. Et elle aurait eu dans sa plateforme une réforme des retraites. Il y aurait eu au gouvernement des ministres, que ce soit au travail, aux affaires sociales, etc. Les Républicains pour la défendre. Et on aurait commencé à négocier, non pas pour constituer une majorité entre soi, mais avec les partenaires sociaux. Et les choses se seraient passées autrement. Et là, je trouve qu'on est quand même, si on prend un peu de recul, dans l'aboutissement un peu compliqué de ce choix très singulier, qui est évidemment dû à la présidentielle. On a l'impression que la présidentielle emporte tout sur son passage. Mais non, elle donne pas le pouvoir à la présidentielle. Et on a fait un choix vraiment très très singulier qu'aucun de nos partenaires européens ne fait, de se lancer dans une. Enfin, regardez, ça prend des mois en Allemagne pour la constituer. Et ça peut se faire avec. Ça prend des mois en Allemagne pour constituer un compromis et une majorité, et ça prend peu de temps pour passer à 67 ans. Oui.
disons que c'est plus facile quand on a déjà la majorité socle de départ pour discuter. C'est-à-dire que quand on va si on va dans le régime allemand pour le coup, non seulement ça prend des mois pour la constituer, mais ça prend des heures pour la maintenir. Des heures tous les jours pour la maintenir. Et même sur le plan international, c'est compliqué. Parce qu'on voit que c'est difficile d'avoir une ligne. Donc c'est pas aussi simple que l'idée qu'on constitue une majorité qui dure le temps que ça dure, l'Italie, une partie en partie en Espagne, les régimes politiques, les institutions sont pas les mêmes. Nous, on a un système qui effectivement est mis en difficulté par cette situation hybride de non-majorité, vous l'avez dit. Ce que d'ailleurs propose le 49.3 ou le 49.2, c'est-à-dire on va aller chercher quand on est président de la République une majorité sur un projet. Et de l'autre côté, on va essayer de on va faire tomber un gouvernement parce qu'on crée une majorité d'opposition, si on peut dire comme ça. Notre système, il a ce caractère hybride qui fonctionne plutôt bien s'il y a une cohabitation. On met en sommeil l'Élysée, c'est Matignon qui prend le dessus, on l'a vécu à certaines époques. Et puis à un moment donné, le président de la République qui dit stop, allez ça va bien, je reprends la main, et ainsi de suite. Là, c'est compliqué. Donc ce qui était proposé à Emmanuel Macron était aussi un défi. Il faut, à son crédit, il faut dire que c'est un défi. Lui, il l'a choisi de le verticaliser. Il a choisi, alors qu'il a dit l'inverse, il a dit on va travailler tous ensemble, on va fabriquer en permanence co-construire la politique, et il a fait l'inverse. Le problème, c'est que c'est une constante dans la politique française. François Mitterrand, il a changé la rigueur, puis pas la rigueur, pas la rigueur plutôt, et la rigueur, 83, tout à coup, Jacques Chirac, nous a vendu la lutte contre la fracture sociale. Attendez, les pouvoirs sous la Ve République. Et juste rajouterai un point. La Ve République, c'est 2 mandats. Le peuple se méfie aussi. Mais c'est 2 mandats. Le pauvre Emmanuel Macron, quand il gagne la deuxième fois, on est déjà dans l'après-Macron le lendemain. C'est-à-dire que son autorité, même sur son propre camp, sans parler de son opposition, elle est déjà immédiatement mise en difficulté parce qu'on sait qu'il n'y viendra pas. Donc chacun, je vous le redis, pense à c'est quoi mon destin demain, dont Édouard Philippe qui se réveille quelques semaines après, quelques mois, après avoir embarqué Emmanuel Macron dans d'autres aventures, dans d'autres temps. Donc c'est bien qu'il ait fait un peu de travail politique, mais si vous voulez, c'est un peu tard aujourd'hui. Mais il sent l'air du temps. Exactement. Chacun est dans sa démarche. Mais chacun est dans la posture. Je vais venir sur la posture et du Rassemblement national et des LFI dans quelques instants. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, sur juste la situation parlementaire, en réalité, il y avait une occasion assez unique de tester, même dans le cadre de la Ve République, une forme de parlementarisme. Et je parle sous le contrôle du sondeur. Juste après les élections législatives, l'opinion française était finalement assez à l'aise avec cette histoire de majorité relative. La France, les Français ont aimé les cohabitations. Les Français sont nostalgiques de la cohabitation. Mais évidemment, évidemment. Ils regardent d'un bon œil en fait cette majorité relative en se disant qu'ils nous préservent d'un risque d'excès de pouvoir. Et donc il y avait une demande de l'opinion à ce que précisément on fasse du parlementarisme un peu à l'ancienne, c'est-à-dire de la co-construction parlementaire. Évidemment. Alors ça c'est la théorie et ça correspond aux attentes de l'opinion. Pourquoi en réalité la sphère politique, l'écosystème politique n'y parvient pas? Parce que Emmanuel Macron effectivement s'est enfermé dans sa verticalité et parce que quand même, il a été élu en 2017 en fracturant la gauche, réélu en 2022 en fracturant la droite. Autant dire que ni la gauche ni la droite, fracturées à cause de lui, n'ont aujourd'hui envie de lui tendre la main. Et puis aussi la puissance de 2 éléments qui sont le Rassemblement national d'un côté et LFI de l'autre, et qui ne veulent absolument pas, qui ont des objectifs totalement, chacun ayant son objectif. Alors, mais il y a 2 nuances quand même, je pense. Oui. Alors allez-y. Ça a un peu marché sur un sujet relativement consensuel, il est vrai, au moment du vote des lois sur le pouvoir d'achat au mois de juillet. Mais là, il s'agissait de dépenser de l'argent. Mais on a été un peu dans la co-construction parlementaire. Qui pouvait dire non, on va pas aider les Français? Voilà. Disons que la France insoumise s'est quand même tenue à l'écart de tout ça. Parce qu'il fallait ne pas être dans la majorité. Parce qu'il faut toujours être dans l'opposition. Et puis, là, plus récemment, je pense que le gouvernement a eu l'impression de faire de la co-construction parlementaire avec les Républicains à l'Assemblée nationale et avec les Républicains au Sénat. Et c'est là où on a une autre difficulté, qui peut-être c'est que tout ça, c'est un peu une espèce d'entre-soi. C'est-à-dire que les Français, ils disent à la fois, il faut faire de la co-construction parlementaire, et ils ont quand même tendance à mettre
tous les politiques dans un même paquet, très à distance. Exact, vous avez raison. La défiance vis-à-vis du pouvoir est de plus en plus forte, c'est une constante, et elle s'exprime. Ça n'allait pas totalement de soi pour un certain nombre d'acteurs du mouvement social de se dire que l'inflexion sociale de la loi, de la réforme des retraites viendrait des Républicains. Donc il y avait aussi un petit brouillage des repères. Mais un complément quand même sur la posture parlementaire. La Fondation Jean Jaurès a sorti il y a quelques semaines effectivement une enquête sur les attentes de l'opinion face précisément à cette situation à l'Assemblée nationale. Il est très étonnant de constater que même chez les sympathisants de la France insoumise, en fait, l'électorat est divisé et seulement la moitié de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle se reconnaît en fait dans une posture d'opposition frontale, radicale à l'Assemblée. Au contraire, la moitié souhaite aussi qu'il y ait une forme d'esprit constructif à l'Assemblée. C'est très intéressant ce que vous dites, Mathieu Souquier. Ça montre qu'il y a une forte responsabilité du président de la République, de la majorité, mais il y a aussi une forte responsabilité des oppositions. Je dis des oppositions, chaque opposition ayant dans sa tête son rôle à jouer et un pouvoir à conquérir. On va y revenir, 11h29, une pause et on se retrouve. Jean-Jacques Bourdin. Il exerce. Il est 11h33. Les responsabilités. Oui, Emmanuel Macron est responsable de la crise politique actuelle. Oui, sa majorité est responsable de la crise politique actuelle. Mais les oppositions sont aussi responsables de la crise politique actuelle. Tiens, je vais prendre juste un petit exemple. Le discours de Mathilde Panot, c'était lundi à l'Assemblée nationale. Allez-y, Félix Mathieu, racontez-nous Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis, qui a comparé Emmanuel Macron à Caligula. Rappelons qui est Caligula. Qui était Caligula? Il a régné 4 ans sur l'Empire romain de 37 à 41, 3e empereur, descendant d'Auguste, de Marc-Antoine. Ses 6 premiers mois se passent plutôt bien. D'abord, libération de prisonniers politiques, allègement d'impôts, augmentation des salaires des soldats, mesures d'aide pour les plus pauvres, levée de la censure qui pesait sur certains livres. Sauf que très vite, ça se dégrade. Folie des grandeurs, il se croit d'ascendance divine, confond le trésor de l'Empire avec sa fortune personnelle. Selon sa légende noire, écrite au passage quand même, disons-le, par le Sénat qui ne l'aimait pas beaucoup, selon sa légende noire, il aurait vidé les caisses pour s'acheter des fidélités, s'organiser des orgies, levant des impôts à tous les niveaux pour renflouer les finances publiques, faisant assassiner des citoyens pour récupérer leurs biens, quand ça n'était pas pour des raisons purement politiques. Alors que les Romains tenaient à l'équilibre des pouvoirs entre l'empereur et le Sénat, il gouverne seul, en lien direct avec le peuple, en enjambant le Sénat. On lui prête des mœurs dissolues, une relation incestueuse avec sa sœur. Le tyran aurait forcé aussi des épouses de sénateurs à se prostituer. Bref, vous l'aurez compris, quand Mathilde Panot dit ça, ce n'est pas un compliment. On lit ici et là qu'Emmanuel Macron se rêve en Jésus-Christ. Il ressemble davantage à Caligula, cet empereur devenu ivre de son pouvoir. Camus fait dire à l'un de ses personnages, sans doute, ce n'est pas la première fois qu'un homme dispose d'un pouvoir sans limite, mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Pas un compliment, je vous le disais, d'autant que la fin de Caligula, assassiné par des gardes du corps, ajoute au côté peu aimable du propos. Le désir de battre Emmanuel Macron et sa réforme est devenu contagieux. Même l'empereur Caligula a été vaincu. C'était après s'être regardé dans le miroir qu'Emmanuel Macron contemple son reflet. Il y verra bientôt sa chute. L'assassinat de Caligula a contribué à sa légende noire, écrite sans lui par des sénateurs qui avaient peu goûté son règne. Ces derniers seraient à l'origine aussi de la légende selon laquelle le despote aurait souhaité élever son cheval au rang de consul. Voilà, ce n'est pas un hasard. Oui, là, il y a une responsabilité. C'est pour ça que je tenais à revenir sur Caligula. Qui était Caligula? Beaucoup ne se souvenaient pas de qui était cet empereur romain. Mais c'est pas un hasard si on emploie cette comparaison. Je veux dire que l'opposition a aussi une responsabilité, Mathieu Souquier. Alors, ce qui est sûr, c'est que, il y a un effet de tribune. Je ne suis pas sûr que le parallèle avec Caligula soit parfaitement opérant. Et on finit, du coup, dans le débat public par employer des termes qui paraissent contre-productifs et peut-être même potentiellement dangereux au plan démocratique. Mais ce que dit Mathilde Panot là me fait penser à ce que disait Nadine Morano, il y a quelques mois, en parlant d'Emmanuel Macron comme d'un petit dictateur. Donc quand on emploie ce type de terme, nécessairement, en fait, je pense qu'on risque de ne pas éclairer l'opinion et même potentiellement, en fait, de tirer le débat vers le bas. Mais le vrai problème d'Emmanuel Macron, en réalité, c'est que il dispose de la longévité qui a fait défaut à tous ses prédécesseurs, car aucun de ses prédécesseurs n'a réussi à
se faire réélire hors période de cohabitation, et la cohabitation avait le mérite, pour Mitterrand comme pour Chirac, de redonner de l'oxygène. Oui. Emmanuel Macron a réussi cet exploit de se faire réélire, mais sans oxygène. Donc évidemment, 6 ou 9 mois après sa réélection, il est déjà essoufflé. Pourquoi ? Parce que il a la longévité qui a fait défaut à ses prédécesseurs, sans avoir la confiance nécessaire pour gouverner. Mais je reviens sur je vais parler du Rassemblement national après, qui ne pense qu'à une chose, c'est des élections législatives anticipées et évidemment venir au pouvoir sans proposer grand-chose. Parce que tout ce qu'on a vu lors de ce débat, c'est que le Rassemblement national n'a rien proposé, sinon une retraite à 60 ou 62 ans, un peu confuse d'ailleurs, sans être financée. Enfin bon, tout cela était un peu léger. Dites-moi, Emmanuel Rivière, sur la responsabilité des oppositions. Il y a, dans ce qu'on vient de rappeler, un certain nombre de choses qui manifestement ne fonctionnent pas, et notamment dans la forme. Il y a un élément de contexte, c'est important à avoir en tête. Une enquête qu'on a fait pour le think tank Destin commun il y a 2-3 ans. Près de 90% des Français pensent que le débat politique est devenu trop violent et le déplorent. Et donc ils reçoivent assez défavorablement en fait ces formes de débat qui sont perçues comme étant dans l'attaque ad hominem, l'outrance, etc. Deuxième point, on est quand même sur des formes d'expression qui vont beaucoup susciter du commentaire sur le commentaire, sur la parole. Et ça s'inscrit dans un problème qui est un problème structurel en France, qui est celui de la dévaluation de la parole politique. C'est-à-dire une parole déconnectée du réel, très inflationniste parce qu'on l'entend de plus en plus, etc. Puis après, je voudrais émettre une hypothèse. Mais peut-être que les propos tenus parfois par les oppositions sont des propos extrêmes, parce que les oppositions n'ont pas grand-chose à proposer. Je pense, il y a peut-être une autre hypothèse que je trouve intéressante à étudier, je précise ici, ne pas l'avoir moi-même étudiée, qui est que, on essaie toujours de comprendre comment les acteurs agissent en fonction de ce que sont leurs indicateurs de réussite. Et je pense que plus on a parmi ces indicateurs de réussite le buzz que l'on va faire sur les réseaux sociaux, sur des défaites AFP, etc., plus on surabonde dans des formes qui produisent ça. Mais là aussi, il faut avoir conscience que l'espace politique sur Twitter, c'est moins de 15% des Français, et des Français très 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 particuliers. Et donc je pense que là aussi ça ne fonctionne pas, et je pense qu'il faudrait se demander si notre personnel politique n'est pas un peu contaminé par la dopamine que procure le fait d'être liké, tweeté, recité, etc. Et emmené vers des modes d'expression qui disent qu'on vient aux Français. Ils ne sont pas différents de nous, c'est là où c'est finalement ça qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas différents de nous, et il y a une génération notamment, rappelons-nous que l'Assemblée nationale a beaucoup changé sur les 2 dernières élections, il y a un brassage énorme qui s'est fait. C'est vrai. Et donc on est dans une génération qui est née politiquement et de manière tout à fait, encore une fois, organique et reliée à l'idée que non seulement la rue physique, on n'a pas trop de moyens de la travailler, donc on va aller vers cette rue digitale et sociale dont je parlais tout à l'heure. Effectivement, elle est très partielle. On croit que c'est là qu'on fait de la performance, parce que les indicateurs sont ceux de l'engagement et tout ce qu'on peut dire. Et même le président de la République, regardez, il s'est livré à ce jeu-là. Donc on est face à un moment où on cherche ça. Si vous voulez être performant aujourd'hui, quand vous accompagnez ici et ailleurs, en Espagne, en Italie, en Allemagne et partout, vous avez tendance à surjouer effectivement ces effets courts, extrêmement simples, qui sont répétés avec un tempo qui est quasiment celui des chaînes d'information. En tous les quarts d'heure, il faudra en avoir un. Si vous voulez, si vous programmez, médiaplanez votre activité politique, il faut la faire de cette manière-là, avec des relais derrière, avec des caisses de résonance. C'est organisé quand on a les moyens. En France, on n'a pas les moyens en plus d'avoir les caisses de résonance. On a les moyens d'émettre, mais on n'a pas les moyens d'accompagner et de faire de la dopamine supplémentaire, si vous voulez. Et donc, on espère que dans l'opinion, ça marche. Alors, évidemment que ça fonctionne, parce qu'il y a des gens qui attendent ça. Caligula, il y a même des gens qui savent plus qui c'est. La preuve, c'est que moi, je me rappelais plus ce que vous avez dit. C'est clair, je me rappelais plus du tout ça. Je pensais à d'autres phénomènes. Et donc la réalité, c'est que malgré tout, à répétition, vous créez ce bruit. Et en fait, on est dans une logique de bruit. De bruit contre du bruit. Vous parliez de fond. On s'en fout du fond aujourd'hui. On n'a pas le temps. Regardez, même dans le cadre de l'examen du projet de loi, il n'y a pas eu le temps de travailler sur le fond. Mais c'est vrai. On n'a fait que de la politique, et encore de la politique politicienne, et médiatisée ensuite à vocation d'événementialisation de ce qu'on dit. Et bien c'est tout. Et à partir de là, il faut pas avoir. Il peut rien se passer. Donc le déplacement se fait effectivement dans la rue, physique, digital, ailleurs, et légitime ou pas légitime. Et ben après, ça reste à démontrer. Mais c'est là que ça se fait. Et donc le politique, petit à petit, se voit dégonfler. La bulle politique n'existe plus sur le fond. Elle n'a plus d'espace et c'est pas performant. Bien, nous allons prendre Stéphane qui est à Perpignan. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jean-Jacques. Merci de me recevoir à l'antenne. Et merci Stéphane. Pour partager avec vous mon point de vue par rapport à votre excellente question comme d'habitude. Donc vous disiez, vous posiez la question il y a quelques minutes de savoir comment en est-on arrivé là. Oui.
Alors moi, si je passe à l'antenne, c'est pour exprimer donc mon analyse. Allez-y. Mon analyse est la suivante. Pour moi, il y a 3 points clés. 3 points clés donc qui se rejoignent et qui font ce cocktail explosif. Le premier, c'est que nous sommes aujourd'hui avec une dette publique qui est colossale. Oui. Alors, pour ceux qui se demandent, parce que c'est quoi la dette, on va pas faire un débat qui dure 2 heures, mais en réalité, aujourd'hui, il y a deux... je vais parler un petit peu langage de la rue. Hein. Il y a 2 boules de cul. Il y a la dette italienne, la dette française, il y en a d'autres. Mais la dette italienne, elle est forte en proportion de leur PIB. En revanche, la dette française, elle pèse très très lourd sur l'euro. Ce qui oblige Macron à aller dans le sens de ces réformes et à les accélérer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de notre monnaie que dépend la réaction de Macron. Donc, en faisant ces réformes, il envoie un signal au marché financier de dire, regardez, on va aller dans le sens de pouvoir assainir nos caisses, donc rééquilibrer en fait nos finances, et donc de pouvoir vous rembourser. On va retrouver le chemin de la solvabilité. Vous me suivez ? Mais ensuite... Alors ensuite, donc il applique les réformes qui sont en plus une demande de l'Union européenne, de la Commission européenne, dans les GOP, tout le monde peut regarder, grandes orientations de la politique européenne depuis 30 ans maintenant. Donc c'est réclamé chaque année. Alors ensuite très simplement, c'est que nous sommes attachés à l'euro. Donc étant donné que nous sommes attachés à l'euro, on est obligé de réagir dans ce sens-là. On a une dette publique, on est attaché à l'euro. L'euro c'est notre monnaie, on la partage, on est 21 dessus. Donc à partir du moment donné où on est plusieurs à partager cette monnaie, on n'est pas décisionnaire. Si l'ensemble des membres réclament une réaction de la part d'un des membres les plus influents par le poids qu'il pèse sur cette monnaie, on est obligé de réagir. C'est ce que fait Macron. Bon, donc vous pensez, pour conclure, que Macron va aller au bout, Emmanuel Macron, j'aime pas trop quand on dit Macron, Emmanuel Macron va aller au bout de la réforme, j'aime pas trop non plus quand on dit Mélenchon, il l'avait annoncé dans son programme de 2017, c'est ce que vous dites, Stéphane, donc aucune surprise, les révoltes ne changeront rien. C'est peut-être plus compliqué que ça, Stéphane, non là, alors, moi, ce que je disais, j'avais annoncé au départ dans cette analyse qu'il y avait un 3e point. Le 3e point, c'est que les institutions fonctionnent pas en France. Pourquoi ? Parce que la représentativité du peuple, elle n'y est pas. Quand on regarde, en fait, on a accepté de caler le calendrier législatif et le calendrier exécutif. C'est bien, sauf que si on met pas en plus de la proportionnelle, c'est une erreur dans la mesure, en plus, on met pas de proportionnelle. Donc, on donne tous les pouvoirs à une personne, ça s'appelle une dictature, une confusion des pouvoirs dans la main d'un dictature, j'aime pas trop quand on emploie le mot dictature en France. Parce que ceux qui parlent de dictature en France, encore une fois, ont des œillères, ne voient rien de ce qui se passe dans le monde. Pardon Stéphane, mais... autoritaire, et puis d'autres qui le sont moins. C'est pas parce que, justement, vous voyez, c'est cette notion de dictature, il y a des dictatures qui peuvent être bonnes, et puis il y en a d'autres qui peuvent être... si vous trouvez des dictatures bonnes, moi non. Je vous le dis tout de suite, moi non. Dans la théorie... Mais aucun d'entre nous ici. Il y en a eu, mais après, ce sont des longs débats. Oui, ce sont d'autres débats. Bien, merci Stéphane. Dans tous les cas, vous avez pu développer votre point de vue. Qu'est-ce que vous voulez dire, Emmanuel Rivière ? Il y a plusieurs, dans ce qu'on connaît de l'opinion publique en France, et notamment dans la comparaison avec les autres pays, il y a plusieurs points qui font écho à ce que dit Stéphane, qui sont effectivement des paramètres du problème. D'une part, l'importance accordée à la dette est relativement mineure dans les préoccupations des Français. Le dernier Eurobaromètre, ce sont des enquêtes sur tous les pays que Cantar Public conduit pour voilà, on a à peu près 10% des Français qui mettent ça comme parmi les principaux problèmes. Dans quelques semaines, dans 2 semaines exactement, Sarah Palin, la première ministre finlandaise, pays qui a une dette très inférieure à la nôtre, est en difficulté dans les élections qui vont venir à cause de la dette qui est le sujet principal du débat qui l'oppose à son opposition de droite. Mais il y a aussi des éléments de contexte qui ont évolué depuis la première élection d'Emmanuel Macron, qui est arrivé dans un pays qui se disait on a un vrai problème d'emploi. Du coup, qu'on mettait ça sous le compte de la compétitivité, de la nécessité de s'aligner sur les autres pays, d'assouplir le... Là, on est dans un contexte où le gouvernement lui-même dit on a baissé le chômage comme jamais et on est le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Donc tout ce qu'on
proposait à l'opinion publique, parfois qu'on vendait sur le sacro-saint autel de l'emploi, ça a changé et c'est spectaculaire à quel point l'emploi est devenu une préoccupation mineure. D'ailleurs, je pense qu'Emmanuel Macron, je ne sais pas, je ne veux pas faire de prévision, j'ai horreur de ça, mais je pense qu'Emmanuel Macron va beaucoup insister sur le partage de la richesse. Et puis, peut-être dernier point qui est très important aussi, c'est que sans être en dictature, et je confirme qu'on ne les aime pas autour de la table, on est dans un pays qui exprime par rapport à tous ses partenaires européens de manière très singulière son malaise démocratique. On est le pays où la population dit le plus. J'ai pas l'impression que les décisions prises prennent en compte les gens comme nous. Non mais c'est vrai. Donc la responsabilité des politiques, quels qu'ils soient. Un complément sur l'opinion. Très vite. On ne plane pas en France. Alors on n'est effectivement pas en dictature, parce que précisément si on peut dire qu'on est en dictature, c'est qu'on n'est pas en dictature. Donc nous ne sommes pas en dictature. Et on ne plane pas en France. La question de la dette, elle a pendant longtemps été très centrale. Je parle toujours sous le contrôle du sondeur, mais en 2012, au moment de l'élection de François Hollande, la dette, l'endettement public est la deuxième préoccupation des Français, derrière le chômage. Mais la dette à ce moment-là est très haute. 5 ans après, en 2017, elle est passée de la 2e à la 12e place. Et en 2022, à la 22e place. Parce que le quoi qu'il en coûte est évidemment passé par là, et que l'échelle de valeur n'est plus du tout la même. Dernier point sur ce que disait Emmanuel, et sur le fossé en fait entre nos représentants et l'opinion. Le fait que 90% des Français considèrent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. Le fossé, en fait, se traduit par ce chiffre. 9 Français sur 10 pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. Déconnexion entre les électeurs et les élus. Exactement. On va en parler juste dans la dernière partie, parce qu'il faut faire la pub, là. On est en retard. 11h48. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous terminons ce débat très intéressant. Emmanuel Macron, si je vous dis, Emmanuel Macron a mis à jour la défiance en balayant les vieux partis, mais il a manqué toutes les occasions pour justement créer autre chose. Non, enfin je ne sais pas. Est-ce que parce qu'il a bousculé les partis traditionnels. Non mais en fait, 2017, il a tenu un discours. Et il a continué en 2022. Implicitement, même très explicitement dans sa campagne de 2017, il a dit le système politique qui oppose artificiellement la gauche et la droite, ça va pas, ça fonctionne plus, je vais changer ça. Et les modes de décision, de posture des uns et des autres, ça ne va pas, ça fonctionne plus. Il faut avoir le courage de faire appel à l'intelligence collective et vous allez voir ce que vous allez voir. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas le premier à dire « vous allez voir ce que vous allez voir ». Et en fait, on voit assez peu de choses. Et on est quand même beaucoup sur la sélection de dirigeants dans la campagne présidentielle qui promettent de régler tout un tas de problèmes dans les 5 ans de leur mandat. Alors si on prend un peu de recul, la plupart des problèmes, on pourrait les énumérer, ils ne se résolvent pas en un quinquennat. C'est aussi un peu ça le problème. C'est la dictature du court-termisme. Mais alors que peut-il faire Que peut-il faire? Tiens, on va faire un petit tour de table, il nous reste 3 minutes. Que peut-il faire aujourd'hui? Alors, pardon, mais une petite parenthèse, soyons magnanimes quand même. Il se fait élire en 2017 et son élection crée dans l'opinion, dans le pays, une bulle d'optimisme comme on avait rarement connu. Non, mais c'est vrai. Il fait à l'époque écho à des choses très profondes dans le pays, l'idée de dépassement, de renouvellement. Il avait senti ça. Et non seulement il l'avait senti, mais les Français, au moment où ils l'élisent, lui savent gré de cela en réalité. Il y a vraiment une forme de congruence qui marque. Bon. Ensuite, on se désynchronise très vite. Et on se désynchronise très vite alors même que sa promesse initiale était quand même de restaurer la compétitivité de l'économie française et de créer de l'emploi. Vos auditeurs vont penser que je suis un macroniste invétéré. Ça n'est pas le cas, mais il l'a fait. La compétitivité de l'économie française a été restaurée et le chômage a reculé. Il ne suffit pas de faire reculer, par exemple, le chômage pour faire reculer le Rassemblement national. Sinon, Lionel Jospin aurait été élu en 2002. Pas du tout. En revanche, entre-temps, il est vrai, s'est installée l'idée quand même que ce système ne ruisselait pas, que le système était injuste et que seule une minorité, la France des gens qui vont bien et qui avait soutenu Emmanuel Macron, bénéficiait du système. Que peut-il dire là? Que peut-il faire? Alors, vous n'avez pas, on va pas donner de leçons, mais pour sortir de l'impasse, on a des idées. Je réponds très rapidement, pour sortir de l'impasse, il lui faudrait se dédire ou se réinventer. Je ne sais pas s'il est politiquement ou psychologiquement en capacité de le faire. Non, Jean-Christophe Gallien, juste 2 secondes pour dire que la France, c'est quand même le déficit commercial le plus abouti de l'Union européenne, que le travail qui a été créé, il faut voir ce que c'est devenu, et c'est le vrai sujet. On attendait Emmanuel Macron sur ce que c'est le travail pour les jeunes notamment, et comment on gagne sa vie quand on a 18, 20 ans, 25 ans, 27 ans, même quand on était diplômé. Et on attendait pas sur les retraites en réalité. Donc je suis pas tout à fait d'accord, il n'a pas réussi son pari. Tout ça est une forme d'illusion réellement concrète sur l'aspect des macroéconomies. Le chômage a baissé massivement. Mais le chômage a baissé, mais sauf que l'emploi n'a pas progressé dans sa rémunération. Et j'ai vu un tableau, les Français sont ceux qui travaillent le moins.
Il travaille le moins, mais parce que c'est compliqué de trouver du travail qui dépasse. Il travaille le moins en nombre d'heures. Ouais. Je parle. Oui, ça reste encore à traiter. Mais après, avec derrière, une productivité qui reste, est réelle, même si elle a un peu décliné, qui est supérieure aux pays. Même si elle baisse forcément. Oui, mais elle baisse à cause du développement mais en tout cas, donc aujourd'hui, ce qui lui reste, à mon avis, c'est l'acte institutionnel le plus réaliste qui serait celui qui s'offre à lui aujourd'hui. Oui, si on est dans la Ve République, face à quelque chose qui aujourd'hui devient une gestion boutiquière de la Ve République et donc notre système, et on ne peut pas vivre comme ça dans le monde qui est environné par d'autres qui avancent différemment. On est en compétition, je vous le disais, commerce extérieur en chute libre. Oui. On doit avancer, et aujourd'hui, l'impact institutionnel, le risque politique existe. Il existe à la fois pour les entreprises, on le sent bien, mais aussi pour nous tous. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit dissoudre l'Assemblée nationale et reconfigurer ce qui lui reste pour éviter d'avoir un mandat qui sert à quoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous revenez vers le peuple. La défiance restera la même. Non, pas du tout. Parce qu'il a au moins la chance de repartir vers une majorité. S'il n'y a pas de majorité, à ce moment-là, ça obligera, comme vous le disiez tout à l'heure, les uns et les autres à s'associer parce qu'ils n'auront plus d'autre choix. Mais au moins, on donne la possibilité de repartir et de rebooter ce qui se passe. Emmanuel Rivière. Là, il y a une situation d'affaiblissement, à la fois de la Première ministre et de la majorité dans son ensemble. Donc, il y a la question des retraites, je pense qu'il va beaucoup en parler. Comment la solder, cette question, sans lâcher quoi que ce soit, c'est une des premières questions. Et il y a la nouvelle séquence qu'il s'agit d'ouvrir. Autour de quel thème majeur? Alors, il y en a un qui pourrait s'imposer. Ce rapport de synthèse du GIEC sur le climat nous donne 2-3 idées d'une urgence à agir. Donc, ça pourrait être un point qui est en plus relativement consensuel, au moins dans sa nécessité dans l'opinion publique. En tout cas, il va falloir trouver autre chose, parce que je ne pense pas qu'il y ait la tentation de dissoudre aujourd'hui. Elle existera de moins en moins, parce que au fur et à mesure que le quinquennat va se dérouler, dissoudre voudra dire perdre ses pouvoirs par un président qui ne peut pas être réélu par la suite. Et donc, le défi, il est aussi de reconnecter avec des Français qui sont un peu perdus là. Bien, merci messieurs. Passionnant débat depuis 1 heure. Il est 11h56. Nous allons écouter ce que va dire le président de la République tout à l'heure. En attendant, après midi, je vais recevoir Pierre Bentata qui a écrit un livre qui s'appelle « Tous notés ». C'est très très intéressant parce que c'est vrai que nous avons pris l'habitude de juger les autres, de juger les choses, de juger les autres. Votre avis nous intéresse, nous sommes sollicités sans cesse sur Internet. C'est très 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 intéressant. Pierre Bentata qui est enseignant, professeur, qui va nous raconter tout cela et nous parler de son livre. Il est professeur d'économie aux éditions de l'Observatoire. Tous notés, tout de suite, 11h57. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons regarder l'actualité parce que dans les Bouches-du-Rhône, la situation est un peu confuse actuellement. Il y a des blocages, il y a des manifestations, des difficultés pour circuler. Nous allons faire le point. Et ensuite, je vais recevoir Pierre Bentata pour son livre Tous notés. Pierre Bentata est professeur d'économie. Tous notés, publié aux éditions de l'Observatoire. De quoi s'agit-il? Eh bien oui, aujourd'hui, vous l'avez constaté, vous le savez, vous le faites peut-être vous-même, vous notez sur Internet, vous notez en ligne. Vous notez quoi? Vous notez un restaurant, vous notez un hôtel, vous notez, je ne sais pas moi, un médecin, un électricien, un prof aussi, on peut noter, un chauffeur de taxi, on note. C'est le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans ce monde où nous jugeons. Nous jugeons en permanence. Pourquoi avons-nous ce besoin de juger ? Pourquoi ne pas accepter le monde tel qu'il est, avec ses imperfections? Pourquoi vouloir sans cesse comparer? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien ou pas? 0826 300 300. Est-ce que ça encourage à fuir ses propres responsabilités? Allez-y. On en parle avec Pierre Bentata, notre invité, dans quelques minutes. Mais en attendant, je voudrais faire le point sur ce qui se passe autour de Marseille. Situation toujours très critique dans les Bouches-du-Rhône. Il y a déjà quelques difficultés, pas partout,
mais il y a quelques difficultés pour trouver du carburant. D'ailleurs, témoignez, 0826 300 300. Mais quand on roule, bien, on risque d'être bloqué notamment sur l'A55 et sur l'A7. Le point, Félix Mathieu. Oui, beaucoup de fumée à l'entrée de la deuxième ville de France. Des palettes brûlent sur l'A55, autoroute fermée ce matin dans le sens Fos-sur-Mer Marseille. 12 km de bouchons cumulés sur l'A55 et l'A7 selon la Provence. Le grand port maritime de Marseille, l'un des plus grands de France, est complètement bloqué désormais. Opération port mort, des manifestants ont érigé des barricades faites de véhicules usagés, de pneus, de palettes aux entrées. En tout cas, après les incidents d'hier au dépôt de Fos-sur-Mer, 3 CRS sont blessés, dont au moins 2 hospitalisés selon la préfecture. Ce dépôt approvisionne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'est de l'Occitanie en carburant, mais aussi la région lyonnaise. Près de 54% des stations-service des Bouches-du-Rhône manquaient d'au moins un carburant hier et 41% sont complètement à sec. Les autorités ont réquisitionné 11 stations-service dans les Bouches-du-Rhône pour les véhicules prioritaires. Des cheminots bloquent depuis 11h30 maintenant les voies de la gare de Toulouse. Conséquence, évidemment, aucun train ne circule et de nombreux TGV sont à l'arrêt, sont à quai, sont bloqués. C'est pour montrer qu'on se réapproprie notre outil de travail. C'est un message envoyé à Emmanuel Macron, à son gouvernement, indique le délégué syndicat Sudrail. On se réapproprie l'outil de travail. Il appartient à qui cet outil de travail ? Est-ce qu'il appartient aux salariés ou est-ce qu'il appartient à la communauté tout entière ? Je pose la question, qui finance ? Je pose la question, tout le monde, à travers nos impôts. Donc à qui appartient-il ? À personne. Ni aux cheminots, ni à nous. Bien, mais vous réagissez, 0826 300 300, allez-y, vous réagissez et vous appelez. Allez, Pierre Bentata avec nous dans 2 minutes, 12h11. Jean-Jacques Bourdin. Notre invité, Pierre Bentata, qui est professeur d'économie, auteur de Tous notés aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'ouvre votre livre, l'avant-propos, la page 12, et je lis. Tout. Non, je commence plus haut. La possibilité de tout évaluer a fait entrer la société dans l'ère de la notation. Tout pouvant faire l'objet d'une note supposée objective, une habitude s'est développée qui est devenue une norme, celle de juger. Étoiles et likes sont devenus les métriques à la lumière desquelles chacun hiérarchise les choses et les personnes sans qu'on s'en aperçoive. L'introduction et la diffusion de ces outils techniques ont changé la culture au sens large, le rapport aux choses, aux autres et à soi. Tous notés. Voilà, vous avez résumé. Tous notés. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est je dirais une manie. Non ? Oui, c'est ça. C'est devenu une habitude. Et à bien des égards, c'est une addiction. C'est une addiction. C'est-à-dire qu'on note un restaurant, on note un hôtel, on note, je sais pas, un médecin, on note un prof, on note. On note une cathédrale ou des montagnes. On note. Non, c'est vrai ? Oui. On note des montagnes, vous les avez, toutes les montagnes de France sont notées sur Google, si vous voulez aller voir. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire qu'on va sur le net, on va sur Google ou ailleurs, et on regarde les notes. Oui, si vous cherchez celle qui est à côté de chez moi, la Sainte-Victoire, elle a 4,7 étoiles, donc c'est une bonne montagne. Ah bah oui, mais c'est beau la Sainte-Victoire, il faut dire. Hein. Donc la Sainte-Victoire est bien notée. Donc les objets sont notés, les lieux sont notés, et nous sommes, nous les humains, notés aussi. C'est ça. Et on se note même, on se note nous-mêmes surtout. Oui. Et c'est là où ça devient un peu pervers. C'est que la multiplication de nos applications d'autosurveillance ou de suivi, celles qui vous aident à vous dire ce qu'il faut que vous mangiez, combien d'heures vous devez dormir, est-ce que vous avez bien couru aujourd'hui, elles sont en réalité que des indicateurs de performance, où là aussi, c'est la machine qui va vous dire quelle est votre note et donc à quel point vous allez bien aujourd'hui. Oui, on s'auto-évalue, quoi. En permanence. En permanence. Effectivement, est-ce qu'on a bien couru, est-ce qu'on a fait suffisamment de pas dans la journée, est-ce que... Non, mais c'est quoi? Oui, vous dites, c'est addictif. Oui, c'est addictif. Tiens, on va prendre Arnaud tout de suite. Vous allez voir ce qu'il va dire. Arnaud est à Torcy, en Seine-et-Marne. Bonjour Arnaud. Bonjour, comment allez-vous? Conseiller en gestion du patrimoine. Ça va très bien, absolument. Arnaud. Je suis content que vous êtes auditeur de Sud Radio, Arnaud. Oui, fidèle, absolument. Bon, eh ben ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous trouvez ça bien, vous, qu'on puisse donner des notes?
Par expérience, pour avoir fait intervenir, comme chacun, plusieurs professionnels, que ce soit à son domicile, pour différents travaux, que ce soit pour des prestations, quelles qu'elles soient. Le problème, c'est qu'on a un certain manque de professionnalisme, je trouve, qui a tendance à se généraliser. Et du coup, le fait d'être noté, oui, bien sûr, ça a un côté pervers, parce que on se fait déceler très très vite lorsqu'on manque de professionnalisme. Justement, autant par contre quand on est sûr de soi, qu'on s'implique dans sa tâche au quotidien, qu'on essaye de faire un bon boulot, un bon travail, là, à ce moment-là, on n'a absolument pas de crainte à avoir quant à une notation du grand public, si je puis dire. Au moins, ça permet aux particuliers, ça permet aux professionnels qui font intervenir d'autres professionnels pour des prestations quelles qu'elles soient, de savoir un petit peu ce que les autres personnes ont vécu comme expérience avec ces professionnels. Et du coup, s'assurer d'une certaine fiabilité derrière. Merci Arnaud pour ce témoignage. La note a du bon. Oui, Arnaud a pas tort du tout. Et c'est ce qui explique pourquoi ça s'est démocratisé. C'est qu'au départ, c'est très utile. Pour les deux raisons qu'il a évoquées. La première, c'est que quand vous êtes en ligne, il y a tellement de choix possibles, tellement d'opportunités, qu'il n'y a aucun autre moyen d'avoir de l'information que de s'en remettre à l'expérience des autres et aux avis des autres utilisateurs. Et ces petites notes, elles vont synthétiser ça. Donc c'est pour ça que ça a été utilisé au début, c'est pour ça qu'on continue à l'utiliser. Et il a raison, ça discipline aussi les comportements. C'est vrai. Tant qu'on n'avait pas ces phénomènes de notes, c'était très dur d'appeler un service après-vente d'une entreprise pour se plaindre, parce qu'ils s'en fichent. Là, le fait que la note soit virale et qu'elle crée un effet boule de neige fait que tout de suite vous êtes rappelé et qu'on arrange certains problèmes. Ça peut avoir un côté pervers. Par exemple, le nombre de followers. Ça a de nombreux effets pervers. Voilà, de nombreux effets pervers. L'importance des sondages. Aussi. Oui. Ça a un effet positif et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de travailler sur ce sujet. C'est que si ça n'avait que des effets pervers, on pourrait dire interdisons ça. Le problème, c'est que c'est utile, c'est presque indispensable sur le web. Mais il y a des contreparties. Et vous avez raison, une contrepartie d'abord, c'est qu'il y a un sentiment de défiance qui s'installe. Vous avez toujours peur d'avoir une mauvaise note. Et donc, vous allez continuer à bien vous comporter avec d'autres gens, peut-être mieux qu'avant, mais pas pour les mêmes raisons. Ce sont plus parce que ce sont vos égos, ou que parce que vous considérez que ces gens ont une humanité particulière, mais parce que vous craignez qu'ils vous mettent une mauvaise note. Et la deuxième chose, vous avez raison, c'est le fait que le chiffre finisse par remplacer tout ce qui se vit normalement sur le mode littéraire. Et notamment le fait que la crédibilité, elle remplace la vérité, et que la crédibilité, elle se mesure à l'aune de vos followers. Ça, c'est un problème. Oui. Nous jugeons à travers ces notes, mais nous craignons aussi d'être jugés. Ah oui, c'est sûr, c'est une arme à double tranchant. Et oui, c'est ça le problème. Et sur les réseaux sociaux, cette arme à double tranchant, elle est en fait quasiment inévitable. Parce que pour vivre sur les réseaux sociaux et pour avoir un impact, il faut bien que vous agissiez. Mais pour agir, il faut que vous jugiez. Et si vous jugez, vous prêtez le flanc au jugement des autres. Non, mais Pierre Bentata, autre effet pervers, la volonté de détruire une réputation. C'est possible. On peut avoir aussi la volonté de détruire une réputation. En mettant une mauvaise note, alors qu'on n'a aucune raison de mettre une mauvaise note. Et parfois, on a même des effets encore plus absurdes. On s'aperçoit que les gens qui notent le plus mal, par exemple, les grandes entreprises, quand elles sortent un nouveau produit, ce sont très souvent des gens qui se considèrent eux-mêmes comme ambassadeurs de la marque. Ils l'aiment beaucoup, mais pour avoir l'air crédible, ils vont être beaucoup plus sévères que la plupart des gens. Et donc, on a tous ces phénomènes imbriqués qui font que il faut prendre les notes avec recul, parce qu'elles ont beaucoup d'effets pervers et on a du mal à comprendre ce qu'elles veulent dire. Alors, je me pose la question que vous posez d'ailleurs dans votre livre. Pourquoi est-ce que avons-nous ce besoin de juger ? Pourquoi est-ce que nous avons ce besoin ? D'abord, il y a beaucoup d'expériences en neurologie qui nous montrent que ça a un effet qui est vraiment addictif. C'est-à-dire que quand vous notez, quand vous avez ce petit cœur ou cette étoile qui vous tend les bras, vous sécrétez de l'endorphine et de la dopamine. Et on a fait des expériences, on voit que c'est la même chose que quand on montre à quelqu'un qui est drogué la rue par laquelle il passe pour aller voir son dealer. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'addiction. Donc, on aime d'abord juger parce que ça nous excite, ça nous fait du bien. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est quasiment nécessaire, en fait, si vous voulez exister dans un monde où votre crédibilité, votre notoriété, votre importance, elle dépend, en fait, de ces petits indicateurs qui sont très viraux et qui sont les seules choses qu'on observe. Donc, nécessairement, vous le voyez par exemple sur Twitter, il faut que vous soyez toujours dans la critique. Le jugement permanent est quelque chose qui, en fait, vous satisfait et vous permet d'exister. Sinon, vous n'êtes rien sur ce web. C'est-à-dire qu'on prend plus de plaisir à noter mal qu'à noter bien. Ah oui, et on prend surtout plus de plaisir à noter plutôt qu'à se taire et à prendre.
Oui, ça c'est quand même. Mais on a besoin. N'est-on plus capable d'accepter le monde tel qu'il est, ou faut-il sans arrêt juger? C'est tout le problème. Oui, c'est ce que j'observe, c'est que finalement, comment faire pour ne pas évaluer? Il faut arriver à se demander un peu de temps en temps, mais pourquoi là j'évalue de cette façon? Et pourquoi en fait il n'y a que les commentaires négatifs ou les notes négatives qui reviennent? Oui. Et ça, c'est vrai que c'est une pulsion qui vient de très loin. En réalité, c'est un refus des choses telles qu'elles sont. Pardon, c'est une tromperie sur Internet. Il y a des quantités de notes qui sont mises par celui qui est jugé, justement, ou par, vous voyez. Alors oui, il y a ces deux choses. C'est une tromperie. C'est en partie trompeur. C'est-à-dire que trompeur, oui. On nous a appris en fait à noter une expérience utilisateur, et donc vous notez une expérience générale. Mais comme on n'a pas la même compréhension de ce qu'est cette expérience générale, les notes qui se combinent ne veulent pas dire grand-chose. Quand vous notez un médecin, typiquement, puisque c'est le cas de plus en plus, qu'est-ce que vous notez? Vous pouvez pas noter sa compétence, puisque par définition, si vous l'aviez, vous ne seriez pas allé chez le médecin. Évidemment. Donc vous notez autre chose. Alors certains notent la propreté, les échafaudages autour, est-ce qu'il a été ponctuel, et puis surtout, est-ce qu'il vous donne des médicaments? Oui. Et donc, en ce sens, c'est assez trompeur. Et dangereux. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on a des expériences qui nous montrent qu'on a beau ne pas y croire, lorsque la note est là, on y fait attention. Oui, on y fait attention. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est qu'on participe. Alors là, cette volonté de participer, d'exister, quoi, en quelque sorte. C'est presque... Noter, c'est exister. Oui, noter, oui, c'est une partie de votre engagement et de ce que vous allez être au regard des autres sur les plateformes, et notamment sur les réseaux sociaux. Alors, vous parlez aussi des conséquences des notes. Parce que ça change le comportement. Oui, ça change. Ça change plusieurs choses. D'abord, dans vos relations ou dans vos interactions, il y a davantage d'hypocrisie qui se met en place et davantage de crainte, puisque tout le monde est un courtisan et un juge. Évidemment. Et dans votre rapport à vous-même, toutes ces applications qu'on appelle de performance ou d'autosurveillance ou de suivi, elles vous font aussi penser que pour atteindre le bonheur, il suffirait d'optimiser certaines caractéristiques techniques de votre être. Bien dormir, bien manger, bien courir. Si bien que finalement, ça crée une sorte d'aliénation aussi. Vous comprenez qui vous êtes par l'intermédiaire de l'algorithme qui, sur votre smartphone, vous a expliqué comment améliorer vos performances. Donc votre moi, d'une certaine manière, il est dans les données qui sont agrégées avec les autres utilisateurs des mêmes applications. Alors, pour boucler la boucle, vous parliez des montagnes. Noter une montagne, c'est évaluer le réel, dites-vous. Oui. Expliquez-nous. Parce que quand vous évaluez quelque chose, nous, quand on le fait à l'université, il faut bien qu'on ait un critère. Et donc, quand vous notez une copie, vous avez une idée en tête, la copie parfaite. Et déjà, c'est très difficile d'évaluer qu'est-ce que c'est que la perfection, pourquoi votre étudiant ferait bien ou pas bien. Donc, globalement, on va comparer nos étudiants. Mais quand vous notez une montagne, ça veut dire que vous notez d'une certaine manière l'auteur de la montagne par rapport à l'image que vous feriez d'une montagne parfaite. Donc en fait, vous critiquez simplement la réalité telle qu'elle est. Cette montagne n'aurait pas dû être telle qu'elle est, elle me plaît pas. Oui, l'évaluation ne dit rien de la montagne. Non, elle en dit beaucoup sur nous. Elle en dit sur notre adéquation avec le monde tel qu'il est. Voilà, c'est tout le problème, c'est le fond de votre livre d'ailleurs. Hein. Cette réflexion autour de la note et autour de l'évaluation. Oui, c'est ça. Moi, j'en viens à me dire que la note, peu importe le contexte, en dit beaucoup plus sur nous-mêmes et que parfois on ferait mieux de ne pas en dire trop sur nous-mêmes. Merci Pierre Bentata, c'est très intéressant, je vous le dis. Tous notés aux éditions de l'Observatoire. Merci, c'est l'heure d'André Berkoff.